Hola a todos y bienvenidos a vuestra novena clase de español a distancia, pues hoy es martes 14 de abril de 2020. Vamos a volver a los deberes que teníais que hacer para hoy, pues primero describe en algunas líneas las dos obras que los rompecabezas representan. 2. Haz una búsqueda para saber más del artista que realizó estas obras, apellido, fecha de nacimiento y de muerte, nacionalidad, fechas clave de la vida del artista, 1925, 1929 y 1938. Je poste le cours un petit peu tard puisque j'ai vu que la plupart d'entre vous n'avaient pas rattrapé le dernier cours, hein, donc je le mets que aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les faire remonter, hein. Je sais que c'est pas évident de rattraper avec l'ENT et avec la surcharge de travail que vous devez avoir, mais bon, il faut essayer quand même de vous y tenir. Bien, pues empezamos por los dos rompecabezas. Y pues los dos rompecabezas son en realidad autorretratos de Frida Kahlo. Et aquí los tenéis. Donc normalement, si vous avez réalisé les deux puzzles qui étaient donc à faire, vous avez obtenu ces deux œuvres qui sont deux autoportraits de Frida Kahlo. Donc je vais commencer par travailler la recherche que vous aviez à faire pour aujourd'hui, pour qu'on en sache un petit peu plus de cet artiste. Et puis ensuite, on commencera par travailler en réalité le deuxième portrait qui est donc à votre droite. Y pues aquí tenéis algunas informaciones sobre Frida Kahlo, esta mujer, algunas fechas clave en su vida y algunas de sus obras más destacadas. Pues la artista de las dos obras se llamaba Frida Kahlo. Alors j'ai utilisé ici l'imparfait, llamarse, hein, c'est imparfait. Aquella mujer era una pintora mexicana. J'ai utilisé ici également l'imparfait avec le verbe ser, qui est irrégulier, era. Et je vous rappelle que le démonstratif que l'on peut utiliser est aquella, puisque on parle d'une personne qui a vécu dans les années 1900 et donc à une date lointaine, donc aquella. Nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán y murió en Ciudad de México de una embolia pulmonar el 13 de julio de 1954. On a utilisé ici deux verbes nacer et mourir au passé simple. Nacer est un verbe régulier, nació. En revanche, mourir a un affaiblissement, le O est devenu U. Donc je vous rappelle juste qu'au passé simple, la diphtongue n'est pas possible, mais l'affaiblissement est possible. Donc vous avez d'autres verbes comme le verbe pedir qui fera pidió par exemple. Où il faudra penser de mettre l'affaiblissement. Después, en 1925 sufrió de un accidente de autobús que lesionó su columna vertebral. En su convalescencia comenzó a pintar. Donc en 1925, qui était l'une des dates sur lesquelles je vous avais demandé de faire une recherche, Frida Kahlo a donc eu un accident de car qui a profondément touché sa colonne vertébrale. Donc elle a eu, suite à cet accident, beaucoup de problèmes de santé, beaucoup d'opérations également. Et pendant sa convalescence, elle s'est mise à peindre. Donc ici, on a utilisé les verbes souffrir, lesionar, comenzar, qui sont tous les trois au passé simple. Ce sont des actions qui sont terminées et qui étaient ponctuelles aussi, qui ont marqué sa vie, mais qui ont été ponctuelles. Después, en 1929, se casó con Diego Rivera, a quien conoció cuando él pintaba en su preparatoria. Se divorciaron en 1939 y se volvieron a casar en 1940. Donc en 1929, elle s'est mariée avec Diego Rivera, c'est le verbe casarse, passé simple. Diego Rivera qu'elle a connu donc quand il peignait pendant le lycée. Un preparatoria, c'est le lycée en Amérique latine. Conoció est également au passé simple, alors que pintar est ici à l'imparfait, puisque ce sont des circonstances. Se divorciaron en 1939 y se volvieron a casar en 1940. Volver et divorciarse sont deux verbes au passé simple. Je vais simplement revenir sur volver a, qui permet d'exprimer la répétition. Donc en français, on va utiliser souvent le préfixe re pour exprimer la répétition. Par exemple, j'ai recommencé à faire du sport. Donc ici, le préfixe sert à exprimer la répétition. On peut utiliser aussi à nouveau. J'ai fait du sport à nouveau ou de nouveau.
hein. En espagnol, on a 3 façons de marquer la répétition, soit en utilisant le verbe volver a, que l'on conjugue et qui est suivi du verbe à l'infinitif, soit en utilisant le verbe à l'infinitif plus otra vez, soit en utilisant l'infinitif plus de nuevo. Donc si je vous donne un autre exemple, j'apprends pour dire j'apprends à nouveau, je sais pas, l'anglais. Vuelvo a estudiar inglés. On pourrait dire aussi estudio otra vez inglés. Ou alors estudio de nuevo inglés. Donc voilà la façon dont on peut exprimer une répétition. Pour tout ce qui est chiffres, je vous invite fortement à revoir vos cours si c'est toujours pas maîtrisé. 900, ici on a besoin de savoir dire 900 notamment. Donc à vous de retourner voir ce cours-là si c'est pas acquis. Pues en 1938, Frida montó su primera exposición individual en Nueva York. Donc c'est une date importante, 1938, c'est sa première exposition à New York, Nueva York en espagnol, c'est lycée. Voilà pour cette partie. Vamos a pasar a la pintura ahora. Lección del día, estudiamos una de las dos pinturas de Frida. Y la pintura que vais a estudiar es esta. Primero tenéis informaciones sobre esta pintura arriba de la pantalla. Entonces, la pregunta que os voy a hacer es presentar con las informaciones este documento. Donc, je vous laisse faire pause, je vous laisse utiliser les informations que vous avez tout en haut de votre écran pour pouvoir faire la présentation et ensuite je corrige. Corrección de la presentación de la pintura, pues este cuadro de la pintora mexicana Frida Kahlo fue pintado en 1940. Se titulaba Autorretrato con trenzas y medía 51 por 38 centímetros. La firma de la artista aparecía abajo a la izquierda. Donc nous avons un tableau de la peintre mexicaine Frida Kahlo qui a été peint en 1940. Je vous rappelle que fue c'est du passé simple ici. C'est le verbe ser au passé simple et on a utilisé le participe passé du verbe peindre. Donc ça donne pintado. Participe passé, si vous vous rappelez pas, je vous laisse revoir les cours sur le passé composé. On a vu que les verbes en AR, ça faisait ado et les verbes en ER et IR, ça faisait ido. Et que certains participes passés étaient réguliers comme le verbe volver qui fait vuelto ou le verbe imprimir qui fait impreso. Donc c'est à vous d'aller voir si vous ne vous en rappelez pas. Después se titula, donc là de l'imparfait pour expliquer un petit peu pour décrire en fait les différentes informations que vous aviez autour de l'œuvre. Donc ces titres-là, il s'intitulait ce tableau. Donc on a donné un autoportrait. Alors en français on l'a traduit par Nat et Patresse, autoportrait à la Nat. Et donc il mesurait Média ici, medir. 51 cm par 38 cm. Pareil pour tout ce qui est chiffres, je vous invite à retourner voir vos cours. La firma del artista, c'est la signature. En français, donc c'est la signature. Attention, puisqu'on a aussi un faux ami, le mot asignatura existe en espagnol, mais c'est une matière scolaire, si vous vous rappelez bien les cours du début d'année. Donc en espagnol, pour dire une signature, on dira la firma. Et on vous dit donc que la signature de l'artiste apparaît en bas à droite. Donc aujourd'hui, je fais un petit point très bref sur la localisation dans l'espace. C'est des choses qu'on a déjà vues, mais je vous rappelle comment est-ce qu'on dit en haut, en bas, à droite, etc. On en a besoin dès l'instant où on va avoir un document iconographique, c'est-à-dire une image, une photo, une affiche. Vous avez besoin pour situer. Donc il faut maîtriser tout ce vocabulaire lié à l'espace. Pues, pour dire dans, on dit en ou alors dentro. Pour dire sur, on peut dire en ou sobre. Pour dire en haut, on dira arriba. Pour dire en bas, on dira abajo. Pour dire derrière, on dit atrás. Et pour dire en face, enfrente de. D'accord? Sachant que devant se dit plutôt delante de. Delante de. Ensuite, vous avez donc entre, entre, à côté, al lado, à la izquierda, à gauche, à la derecha, à droite, encima de, dessus ou au-dessus, debajo de, dessous ou en dessous, cerca de, près de, et lejos de, loin de. Donc voilà, tout ça vous l'avez sur le blog, vous pouvez l'imprimer si vous ne l'aviez pas noté dans votre cahier. En tout cas, ça on l'a déjà fait normalement en début d'année, donc à vous de retourner voir.
Encore une fois, vous en avez besoin pour décrire n'importe quelle image, donc il faut connaître ce vocabulaire. Os voy a preguntar dos cosas. Primero, ¿qué elementos de la pintura te llamaban la atención y por qué? Y dos, à tu parecer, ¿qué mensaje quería transmitir l'artiste à travers de su obra? Donc, je vous pose deux questions. Quels éléments de la peinture attiraient votre attention et pourquoi? Et à votre avis, quel message voulait transmettre l'artiste à travers cette œuvre? Donc, je vous laisse réfléchir. Vous faites pause et je corrige. Corrección. Los elementos que nos llamaban la atención eran primero el peinado de la mujer por ocupar mucho espacio y por ser extravagante o fuera de lo común. Luego la mujer que estaba en el centro del óleo se mostró con el busto casi desnudo porque solamente una planta le cubría el pecho. Donc les éléments qui attiraient notre attention étaient donc en premier la coiffure de la femme qui occupe beaucoup d'espace, c'est-à-dire quasiment un tiers, quasi un tercio, et également parce qu'il est extravagant ou on va dire hors du commun. D'accord? Ici, j'ai utilisé por à chaque fois. Por ocupar, por ser extravagante. On a exprimé la cause. Donc, un peu plus tard dans la leçon, je vais vous faire travailler sur la différence entre por et para. Ensuite, donc, on a une femme qui est seule au centre de la peinture, d'accord? Et qui se montre presque nue. Casi desnudo. Qu'on ait le busto casi desnudo, ça veut dire avec le buste presque nu. La seule chose qui la recouvre, c'est une plante, d'accord? Donc on a utilisé ici le verbe couvrir à l'imparfait, pecho, c'est la poitrine ou le torse. Alors on va essayer d'expliquer tous ces éléments, en quoi ça contribue aussi à faire passer un message. Pues en realidad la pintora reivindicaba sus raíces indígenas al representarse con aquel collar, una joya precolombina, y aquel peinado muy parecido al que usaban las mujeres indígenas en la región norte de la provincia de Oaxaca y en Sierra Norte de Puebla. También se representó con su monoceja, un distintivo de las princesas aztecas. Donc en fait ici l'artiste elle revendique ses racines indigènes. Le verbe revendiquer se dit reivindicar, d'accord? Et on l'a utilisé ici, enfin on l'a conjugué à l'imparfait. Donc elle se représente, elle revendique ses racines indigènes en se représentant avec un collier qui est en fait d'inspiration précolombienne et une coiffure, peinado c'est la coiffure, une coiffure qui ressemble à celle que se faisaient les femmes indigènes dans la région nord de la province de Oaxaca. D'accord? Et elle se représente également avec un mono-sourcil qui est un signe distinctif des princesses aztèques. Je vais revenir sur ce que je vous ai mis en vert, al representarse, al plus le verbe à l'infinitif, en fait ici signifie la simultanéité de deux actions. Donc elle se revendique et en même temps elle se représente avec d'une certaine façon. Donc ici pour marquer la simultanéité de ces deux actions, on a utilisé al plus l'infinitif. Sigamos. Por otra parte, Frida querría romper con la imagen convencional de la mujer y los estándares físicos de belleza, de ahí el peinado a la vez sofisticado y a la vez salvaje con diversos mechones que salían de forma irregular del trenzado. Para ella la feminidad podía ser sencilla y natural, por eso la planta con tonos diversos de verde destaca la belleza del artista. Donc par ailleurs, elle voulait casser, si vous voulez, l'image conventionnelle de la femme et rompre avec les standards physiques de beauté. C'est-à-dire qu'ici, on a une femme qui se représente avec une coiffure qui est à la fois sophistiquée, à la fois un petit peu sauvage. On a différentes mèches qui sortent de cette coiffure de façon un peu irrégulière. On a une tresse un petit peu irrégulière. Et pour elle, la féminité, c'est à la fois ce côté sophistiqué, mais aussi le côté naturel et simple qui donc transparaît à travers les différentes tonalités de vert de la plante. Ici, on a une femme qui a une beauté finalement naturelle. Por fin, por tener una postura derecha y una mirada fija, me parece que Frida aquí no se representó como una mujer débil, sino como una mujer fuerte y determinada que supo superar los sufrimientos físicos y psíquicos a través del arte. Ici, on a une femme qui a une posture très droite et un regard qui est fixe vers nous. Et
ce que l'on peut voir, c'est qu'elle ne se représente pas du tout comme une femme fragile. Attention, débile ne veut pas dire débile, mais fragile en espagnol. Hein. Elle ne se représente pas de cette façon-là. Elle se représente comme une femme qui est forte et déterminée. Hein. Une femme qui a su, malgré les souffrances physiques, psychiques et les épreuves de la vie, hein, je vous rappelle qu'elle a eu ce grave accident de car, qui a su donc s'en sortir, aller de l'avant grâce à l'art. D'accord ? Donc, je reviens tout de suite sur por et para. Para ella, c'était ici pour marquer ce qu'elle-même ressentait ou ce qu'elle pensait. Hein. Donc ici, c'est l'expression de l'opinion, hein, para. Et por, qui exprime ici la cause. Por tener una postura derecha, hein, de fait, parce qu'elle a cette posture et ce regard fixe, hein, on peut interpréter d'une certaine façon. Et avant de passer donc à la différence entre por et para, je voulais revenir sur le no sino. No sino, je vous rappelle que quand on a une négation dans une phrase, on ne peut pas dire spero pour dire mais. Hein, on doit dire sino. Donc no sino ici parce qu'on a une phrase négative. Brièvement, por para la différence, lequel on utilise, quand et pourquoi. Por va être utilisé pour la cause. Exemple, no podemos dormir por el ruido. Nous ne pouvons pas dormir à cause du bruit. Il peut être utilisé également pour le temps ou le lieu approximatif. Hemos quedado por el centro, volver a casa por Navidad. Nous sommes restés au niveau du centre, hein, centre-ville, et je reviendrai à la maison aux environs ou vers Noël, d'accord, pour Noël, mais à un moment sans être précis en fait. Il peut également servir pour le complément d'agent. L'eau a été, par exemple, quand on veut dire l'eau a été empoisonnée par l'industrie, el agua fue envenenada por la industria. Il peut également exprimer le moyen. El ladrón entró por la ventana. Hemos hablado por el Facebook. Le voleur est entré par la fenêtre. Ou alors nous avons parlé grâce à Facebook. Hein, c'est le moyen. Intercambio o compra, te cambio mi gato por el tuyo, te compro eso por 20 euros. Donc quand on a un échange ou un achat, je t'échange mon chat contre le tien, por el tuyo, et je t'achète cela pour 20 euros, c'est-à-dire en échange de 20 euros. Hein, donc dès l'instant où il va y avoir quelque chose, que ce soit un échange physique ou un échange virtuel, on va avoir por. Pour exprimer également la distribution, he repartido un trozo de tarta por niño. Ici, c'est j'ai distribué un morceau de tarte à chacun des enfants, un por niño, à chaque enfant. Para, lui, va avoir plutôt le sens de la finalité ou du but. Un vaso sirve para beber agua. Un verre sert à boire de l'eau. Vamos a Valencia para aprender. Nous allons à Valence pour apprendre l'espagnol, hein, para aprender español y pasarlo bien, pour apprendre l'espagnol et pour en profiter. Il exprime aussi le destinataire. Mi amor es solo para ti. Mon amour est uniquement pour toi. Para quién es este regalo? Pour qui est ce cadeau? Hein, donc le destinataire. Pour l'opinion, on l'a dit tout à l'heure. Para nosotros, profedele.es es una página muy interesante. Pour nous, profedele.es donc est une page très intéressante. Pour exprimer la direction à une destination, vamos para casa, c'est synonyme de vamos a casa. Hein, donc quand on veut dire qu'on va à la maison, qu'on va à un endroit très précis, on utilisera para. Pour marquer une date limite ou un délai, los deberes son para el jueves, les devoirs sont pour jeudi. Pour le sens concessif, c'est-à-dire quand on veut dire bien que. Para lo poco que comes, estás muy gordo. Hein, on aurait pu dire aunque comes poco. Donc, bien que tu manges peu, tu es quand même obèse. Voilà comment on traduirait. Pour voir si c'est compris, je vous laisse faire l'exercice suivant et puis je le corrige avant de terminer avec les devoirs. Donc vous faites pause et on corrige. Terminamos con los deberes. Donc pour vendredi 17 avril, je vous demande de décrire les différents éléments de l'œuvre en utilisant les temps du passé, cette œuvre-là.
et d'analyser l'œuvre explicando qué mensaje l'artista quiso transmitir al cortar su pelo. Donc vous devez expliquer quel message l'artiste voulait transmettre en coupant ses cheveux. D'accord? Je vous donnerai vendredi un travail évalué qui sera à me rendre après les vacances, donc je vous expliquerai tout en détail. Voilà, puisque je vous ai rien donné depuis le début du confinement, donc l'idée c'est quand même que vous ayez fait toute la séquence pour pouvoir au mieux faire ce travail évalué. Así que os digo hasta viernes próximo y buen trabajo.